Bien, donc aujourd'hui, l'objet de cette table ronde, c'est de faire à la fois une présentation très rapide du financement européen NGI pour ceux qui ne le connaissent pas, de l'impact qu'il a sur l'écosystème et aussi d'un certain nombre d'enjeux liés notamment à la souveraineté, à l'indépendance, à la gestion, enfin au droit civil et à la gestion des données privées, etc. Enfin les enjeux qui vont autour et qui sont aujourd'hui très importants pour l'Europe. Donc, bon, les intervenants, je les laisserai ensuite se présenter rapidement, mais principalement aussi, si on inscrit ça comment dire, dans le panorama de NGI, c'est aussi parce que c'est des projets qui ont été tous soutenus à un moment ou à un autre, ou qui le sont encore pour pas mal d'entre eux, par le financement NGI, donc qui touche un petit peu quelques fonds publics, même si ce n'est pas énorme, hein, mais qui aide bien ce genre de commun numérique et de projets clés à être soutenable en fait. Les flèches. Voilà. Donc concernant NGI, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire sans rougir et sans mentir que c'est probablement le financement Horizon le plus efficace de tous les temps. Donc c'est du fonds Horizon, a priori du fonds de recherche. Là, c'est pas tout à fait en mode recherche, c'est surtout des projets opérationnels, des projets open source. Et aujourd'hui, si on regarde ce que NGI a financé, c'est plus de 1200 projets avec une moyenne de 80 cas par projet. Donc, en gros, une centaine de millions qui ont été versés à ces projets-là. Parmi eux, on en trouve quelques célèbres que j'ai mis dans la petite bulle bleue, là, d'accord. Donc, je pense que vous les connaissez tous. Bon, il y a dedans, il y a les 4 qui sont autour de la table, qui pourront vous en parler davantage. Donc les objectifs, effectivement, aujourd'hui, c'est la souveraineté, les droits civiques et tout ce qui va autour. Donc là, j'ai repris la phrase que NLNet, qui tient aujourd'hui le fonds NGI Zero Commons, celui dont je vous donnerai l'URL après. En gros, leur phrase, je vous la traduis très vite, mais la réponse à l'échec du marché et à la course en avant dystopique, technique, quoi, elle repose sur l'action collective avec le support de fonds publics. Donc, en gros, si on ne veut pas qu'on nous pousse des contenus discutables ou qu'on nous manipule via des algorithmes, les réseaux sociaux qu'on connaît bien, X, etc., ça, c'est l'échec du marché ou Facebook, d'accord. La course en avant technologique, c'est la surveillance de masse qui va avec, capitalisme de la donnée où il y a perméabilité des données entre des acteurs privés qui accaparent vos vies privées et des acteurs étatiques qui récupèrent ça pour vous surveiller. Donc à l'américaine, à la chinoise, GAFAM, BATX. Donc on cherche aussi l'alternative à ça très clairement. C'est l'idée qui est derrière ça. Et ce n'est pas une phrase anticapitaliste. Quand on lit ça, il y en a certains qui disent « Ah, c'est des rouges ». Voilà, je viens de faire l'explication de texte qui dit que oui, c'est une économie sociale élargie. Dedans, il y a des entreprises, il y a des académiques, il y a des associations, il y a des individus, il y a tout le monde, des institutions. L'IGN, par exemple, vient de récupérer du financement NGI Zero Commons pour Panoramax notamment. Donc voilà. Donc l'idée aussi, ce qu'on essaye de sous-tendre avec ça, après, il y en a qui sont persuadés que c'est le code qui façonne, le monde va changer parce que j'ai produit le code qui allait le faire changer. Ça, c'est un peu la vision NLNet et ils n'ont pas tort. Et ça a prouvé que ça fonctionnait très bien. Mais bon, nous, on pense aussi que c'est à l'inverse, en version bottom-up, c'est le récit qui engendre le réel. Bon, il y a tout un tas de bases théoriques là-dessus. Les amateurs de sciences humaines et sociales les ont lus, mais bon, ça manque pas. Ça tient la route, on va dire. Donc, trouver un récit alternatif à la bonne vieille licorne, le type dans son garage qui est génial, les Apple ou le Elon Musk ou j'en sais rien, et qui, à partir de là, trouve des financiers subtils qui viennent lui donner un coup de main, etc. Et cette histoire-là où ça devient un succès de milliardaire, bon, cette histoire, c'est un conte de fées, on est d'accord, mais on espère de lui en substituer un autre qui soit plus lié au succès de commun à la OpenStreetMap, à la Mastodon, etc. À un peu des histoires aussi de ceux qui sont là pour en témoigner aujourd'hui et qui sont des histoires tout à fait aussi fédératrices. Aujourd'hui, OpenStreetMap, c'est un équivalent de Google Maps, une association de 3 personnes en Angleterre avec une galaxie énorme de bénévoles, de boîtes qui a envie
savoir-vivre, qui ont des modèles business autour avec des applis, etc. D'institutionnels, l'IGN, Panoramax, tout ça, c'est du OSM. Donc ce récit-là, il faut que les gens, qu'on arrive à le rendre suffisamment public pour que les gens y adhèrent, qu'ils aient envie de ça, que ça fasse rêver tout simplement. Voilà. Donc je crois que j'en ai peut-être presque dit assez. Ça, ce sera le dernier slide avec l'URL. Mais en attendant, je vais passer le mot à mes camarades. Donc présentez-vous déjà rapidement. Je vous passe peut-être la parole un par un. Oui, donc bonjour, je suis Ludovic Dubos, je suis le fondateur et CEO de la société XWiki SAS. Et chez XWiki, on fait deux projets qui s'appellent XWiki, le premier, et un deuxième qui s'appelle CryptPad. Et on a reçu, dans le cadre de ces projets, plusieurs financements, à la fois NLNet, NGI. On a aussi reçu un prix NGI pour CryptPad au tout début du programme NGI. Donc nos logiciels, c'est des logiciels collaboratifs pour faire du partage de connaissances ou l'équivalent d'un Google Docs en mode chiffré. Ça, c'est CryptPad. Et le Knowledge Management, c'est XWiki. Et voilà, donc on fait des logiciels qui sont en compétition avec des logiciels qui sont très très présents et très difficiles à déboulonner dans les entreprises ou dans la tête des utilisateurs. Bonjour, je m'appelle Gaël Duval et je suis le fondateur de EOS. Alors EOS, c'est un système d'exploitation pour smartphone qui est 100% open source et qui a comme objectif d'offrir une expérience utilisateur qui soit à la fois accessible à tous et totalement dégooglisée. Donc on essaie de protéger les utilisateurs de la collecte massive, industrielle et permanente de leurs données personnelles. Donc je suis président aussi de la société Murena qui commercialisons les smartphones qui tournent avec EOS et on fait aussi un workspace en ligne. Alors pas aussi sécurisé que XWiki ou que CryptPad, mais de CryptPad plutôt. Mais voilà, qui a aussi la vocation à offrir des services en ligne de base, tels le mail, le calendrier, les contacts qui ne soient pas chez nos amis des big tech américaines. Et je passe la parole à ma voisine. Bonjour à tous, merci Pierre-Yves pour l'invitation. Donc moi c'est Manon Corneille, je suis en charge des partenariats au sein de l'association Open Food Facts. Vous connaissez peut-être. Donc Open Food Facts, c'est une base de données sur les produits alimentaires, donc qui permet à tout le monde de prendre des meilleures décisions quand on est dans les supermarchés. Simplement en scannant le code barre des produits alimentaires, on peut avoir accès à toutes sortes d'informations, les listes d'ingrédients, les tableaux nutritionnels, les Nutri-Score qu'on calcule sur tous les produits. Et donc l'objectif de cette base de données, c'est de remettre l'information alimentaire dans les mains des consommateurs, mais aussi des scientifiques. Il y a pas mal de chercheurs qui réutilisent notre base de données. Et aussi de tout un tas d'autres applications, projets, étant donné qu'on est open data, open source. Donc on a une API. D'ailleurs, si certains d'entre vous sont intéressés, n'hésitez pas à réutiliser Open Food Facts. Merci et merci de l'invitation. Moi, je suis Renaud Chaput. Je fais partie de Mastodon, un projet open source de réseau social qui a commencé comme une alternative à Twitter, qui a un certain succès. On a à peu près 1 million d'utilisateurs actifs mensuels. La grosse différence, c'est qu'on est open source et qu'on est un réseau fédéré, c'est-à-dire qu'il y a plus de 10 000 serveurs Mastodon différents dans le monde qui sont chacun gérés par des individus ou des associations ou même des entreprises différentes qui collaborent tous entre eux dans le but de fournir un réseau social qui n'appartient pas à un milliardaire ou à une grosse société principalement américaine. Et dans le cadre de NGI, on a demandé on a fait des candidatures pour plusieurs projets et on reçoit du financement européen pour travailler sur différents aspects du logiciel. Merci Renaud. Donc très rapidement déjà, parce que bon, on parle de ça, mais ce n'est pas que des projets strictement collaboratifs, il y a aussi des business models pour certains d'entre eux, et c'est même nécessaire à leur survie pour la plupart. Donc je vais laisser très rapidement évoquer ce sujet. Je vais déjà passer là-dessus la parole à Manon pour Open Food Facts. Ouais, donc nous, notre business model, donc on est
complètement indépendant de l'industrie agroalimentaire. Ça, c'est vraiment notre ligne rouge en termes de financement. Donc, on a dû trouver des solutions alternatives. On est financé en partie par les organismes publics, style Santé publique France, par exemple, l'ADEME, la DINUM, mais aussi des fondations privées. Donc, il y a par exemple Google.org qui nous a financé, la fondation AFNIC. Et du coup, on se repose aussi sur les projets européens et les initiatives comme ANLNet, NGI. Et ensuite, une dernière partie, ça va être les dons, même si ça représente un peu moins d'1% de notre budget. Ça fait partie voilà, des choses qui nous tiennent à cœur pour mettre en valeur la communauté. Merci. Donc là-dessus, je pense que Gaël aura quelque chose à dire aussi par rapport au côté plus entreprise, je pense, hein, du modèle. Oui, oui. Alors évidemment, ça c'est toujours le nerf de la guerre, hein, c'est de réussir à être un projet viable. Et pour être un projet viable, il faut trouver de l'argent. Et donc, il faut idéalement avoir un business model pour vivre de son activité. Mais on a aussi d'autres moyens de se financer aujourd'hui. Alors, Manon parlait des dons. Nous, ça représente pas loin de 5% de notre budget, donc c'est pas énorme en soi, mais ça y contribue. Et puis on a des financements également comme NGI. Donc on a bénéficié de plusieurs financements depuis la création sur des sujets assez verticaux, avec un intérêt fort par rapport à NGI, c'est que une fois qu'on est accepté, c'est assez souple. Il n'y a pas une bureaucratie à dormir dehors. Par rapport à d'autres moyens de financement non dilutifs, comme on les appelle, c'est quand même un truc très efficace. Ils sont vraiment axés sur la réalisation des produits. Donc voilà. Et on est aussi un acteur maintenant au travers de eFoundation. Donc eFoundation, c'est la partie non-profit du projet EOS. On a levé des fonds auprès de NGI au sein d'un projet qui s'appelle MobiFree. Et là, on est en mesure de créer un projet où on va redistribuer pas mal d'argent à différents projets autour du thème du mobile en Europe. Donc sur ce projet MobiFree, on a levé plus de 4 millions d'euros avec NGI, donc c'est conséquent. Et c'est de l'argent qui va directement dans l'open source, soit en direct sur des projets déjà un peu connus, soit en cascade funding sur des tickets plus petits, mais qui peuvent aussi être obtenus par des individus. Merci. Oui, effectivement, ça c'est une partie de NGI dont je n'avais pas parlé. Hein, c'est ce qui s'appelle les pilotes. Donc c'est des financements un peu plus gros sectoriels sur des verticales. Donc là, c'était effectivement sur les télécoms, quoi. Sinon, peut-être que Renaud aussi aurait quelque chose à ajouter sur le sujet très vite. Alors oui, en complément, nous on a une approche ou une structure complètement différente au sens où les dons, ça représente 95 ou 98% de notre financement. Parce qu'on a, contrairement à d'autres projets, les gens nous connaissent, ils vont sur Mastodon, ils créent un compte, ils installent notre application mobile et ainsi de suite. Et suite à l'exode qu'il y a eu il y a à peu près 2 ans de Twitter et qui continue, beaucoup de gens se sont dit que c'était important de nous soutenir. Donc nous, en fait, on n'a pas vraiment d'activité commerciale, du moins pour le moment, mais on vit sur les dons de nos utilisateurs. Ce qui représente un volume vraiment significatif. C'est ce qui nous permet d'avoir plusieurs employés à plein temps et tout. Mais on est juste basé vraiment sur les dons de nos utilisateurs, soit des individus qui peuvent nous donner 10 € par an. On a des personnes qui ont plus de moyens, qui nous font des dons beaucoup plus significatifs. On a quelques fondations et de plus en plus, on participe à ces projets de financement européen. Parce que, voilà, pour donner un exemple, le dernier projet auquel on a candidaté, c'est NGI Search, qui nous finance un développement logiciel à hauteur de 150 000 €, ce qui représente à peu près 1/5 de notre budget annuel. Donc là, de plus en plus, on atteint un peu notre limite au niveau dons et on essaye de trouver d'autres sources de financement, dont ces fonds européens.
Voilà, donc on a un peu toute la diversité des modèles de financement d'une économie sociale au sens large, on va dire, hein, avec aussi des entreprises dedans, hein, ce que je disais tout à l'heure. Donc là-dessus, concernant l'impact de NGI, si on voulait aller un peu plus loin, je pense que là-dessus, Ludovic a pas mal de choses à dire, même si on a déjà évoqué le sujet. Oui, nous, en fait, quand il s'agit du business model, sur XWiki, par exemple, c'est presque plus simple d'avoir un modèle économique vis-à-vis des entreprises. C'est-à-dire que sur un logiciel comme ça, on est capable de fournir... Au début, on a fait beaucoup de services pour la mise en œuvre. C'était un logiciel qui s'y prêtait bien, le knowledge management. Les clients ont besoin d'accompagnement. Et puis ensuite, ça devient un logiciel petit à petit critique. Et donc, on est capable de monter un business model. Ça, c'est sur la partie XWiki. Alors, les fonds NGI ont aussi un impact. Ils nous permettent, par exemple, de ce côté-là, de faire de l'innovation. Récemment, on a eu un NGI Search sur l'IA. Ça nous a permis vraiment de démarrer notre innovation et d'aller faire sur des choses où on n'irait pas immédiatement parce que nos clients ils nous demandent plein d'autres choses. Ils nous disent faites ça d'abord, faites ça, on a absolument besoin de ça maintenant. Et ils ne vont pas nous payer la toute dernière innovation. Ils attendent de voir avant de... Ils veulent voir un début. Si on ne leur montre pas un début, ils ne sont pas prêts à aller faire de l'innovation comme ça. Mais par contre, alors, sur Crypad, c'est un projet qui représente en fait moins 10% d'XWiki, de la société XWiki. Donc c'est un projet qui est petit dans XWiki et pour lequel le business model n'est pas du tout établi. En fait, Crypad, aujourd'hui, on a des centaines de milliers d'utilisateurs qui l'utilisent. Donc on a plus d'1 million de pads par mois qui sont créés sur la plateforme gratuite Crypad.fr. On a 1000 instances de Crypad. Mais en fait, on a au total 90 000 € de revenus de souscriptions et de donations. Et les souscriptions étant supérieures aux donations. C'est-à-dire que typiquement, les gens, si on leur dit donner pour ça, ça ne leur vient pas forcément à l'idée, ou il faudrait travailler des campagnes pour qu'ils nous donnent plus d'argent en termes de donations. Et donc 90 000 € pour faire un concurrent à Google Docs, évidemment, on se dit tout de suite que ça ne va pas être facile. Et alors, ce n'est pas le budget du projet. Le budget du projet, aujourd'hui, c'est 600 000 €. Donc, on est à 20% des ressources sur ce qui est payé. Et tout le reste, ça va être du crédit impôt recherche, des projets de recherche, du NGI, du NLNet. Et en fait, NLNet a été, par exemple, absolument critique à l'évolution de Crypad. Ils nous ont financé des projets chaque année qui nous ont permis d'améliorer le produit, de la R&D, de l'amélioration de features, des ajouts, etc. Et on a pu compléter ça aussi avec des projets de recherche de France 2030. Mais si on n'avait pas ça, Crypad, ça n'existerait pas. Il n'y aurait pas de service gratuit. Pendant le Covid, il n'y aurait pas eu des millions de pads utilisés par les gens, etc. Et il n'y aurait pas une alternative qui sait faire du chiffrement, parce qu'en fait, il n'y a quasiment pas de concurrent à Crypad qui sait faire du chiffrement de bout en bout sur des documents aussi bien texte que Microsoft Office, etc. Donc déjà, merci à NLNet et à NGI, parce que sans ce financement, on ne serait pas du tout là où on en est. Et monter un business model autour d'une suite Office, c'est pas du tout facile parce qu'on ne déboulonne pas. C'est-à-dire que tout le monde utilise Office et paye Office. Donc payer quelque chose en plus, c'est compliqué. Les gens veulent bien essayer gratuitement ton produit. Ils disent ouais, on va le mettre dans un coin et on va l'utiliser un petit peu. Mais le remplacer et se mettre à payer, c'est pas du tout évident. Et donc avoir un business model autour, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Il faut qu'on atteigne un niveau on va dire de stabilité, de maturité qui est extrêmement important. Et il faut aussi construire des offres autour. Et ça veut dire doubler. En gros, il faut quasiment la même équipe autour des offres commerciales que celle qu'on met sur la partie qui est gratuite et open source. Et c'est ça qui est compliqué et qui est vraiment compliqué. Donc ces projets-là, ils aident vraiment beaucoup. Ils ont vraiment eu un impact vraiment significatif sur Crypad. Bien. Donc peut-être que Manon, tu as quelque chose à rajouter effectivement là-dessus. Oui, juste pour rebondir rapidement sur l'impact de NGI pour Open Food Facts, en tout cas. NGI et NLNet, c'est depuis à peu près 6 ans, Pierre, dis-moi si je me trompe, on a eu la chance de bénéficier de 5 projets en tout. Donc Gaël, tu parlais de Mobifree, Renaud de NGI Search. Donc on a eu la chance d'être lauréat pour ces 2 projets et 3 autres, mais je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail. Ces 5 projets, ils représentent 350 000 €
Donc depuis 6 ans, ça fait à peu près 60 000 € par an. Ça représente à peu près 10% de notre budget 2025. Donc c'est de voir qu'il y a eu ces projets qui nous accompagnent sur le temps long aussi. 6 ans, c'est quand même assez régulier. Et c'est très rassurant pour un projet comme nous de voir qu'il y a ces fonds disponibles. Donc ouais, on est très, très reconnaissant de ça et ça a un impact énorme. Nous, ça nous a permis de développer des projets qui ont énormément d'impact pour la communauté. On va d'ailleurs refondre complètement notre interface de recherche dans Open Food Facts. Donc c'est des projets vraiment concrets et qui permettent une meilleure réutilisation de la base de données d'Open Food Facts. Merci. Donc, on va changer un petit peu le sujet. Enfin, on va parler un petit peu aussi de le côté motivation des projets, parce que j'allais dire, ces projets-là, on vient de voir, par exemple, pour CryptPad, pour Open Food Facts ou même pour Mastodon, la motivation qui est derrière, elle va au-delà de je vais gagner de l'argent ou je vais être la prochaine licorne ou j'en sais rien, ce genre de salade. On n'a pas Renault qui se voit comme le futur Elon Musk ou Open Food Facts, je veux dire, être monétisable comme étant un business de premier plan. Enfin, ça fait pas sens. On voit pas CryptPad. Enfin, on a bien vu c'est pas vraiment un business model qu'il a sur CryptPad. Et si c'était pour gagner de l'argent, il y a longtemps qu'il aurait arrêté de faire ça aussi. C'est pareil pour Gaël, qui défend les libertés publiques avec qui a même créé une fondation. Enfin, je veux dire, il défend les libertés publiques avec un OS dégooglisé. C'est pas pour devenir le nouvel Android du futur. Donc ils ont des motivations clairement souveraineté, liberté publique et voilà, on essaye aussi de mettre le focus là-dessus. Donc là-dessus, je vais déjà donner la parole à Gaël par rapport à ça, puisqu'il défend nos libertés publiques avec des téléphones qui sont très appréciés visiblement par la DGSI, la police, etc. Donc il marche. Oui. Non, mais la question derrière tout ça, c'est pourquoi on fait ça. Je pense que tous les quatre dans ce panel, enfin sans prétention aucune, juste factuellement, je pense qu'on pourrait gagner 10 fois mieux notre vie qu'aujourd'hui si on bossait dans des grosses boîtes tech avec des jolies couleurs et des jolis canapés et des baby-foot. Mais en fait, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai besoin d'une motivation forte quand je me lève le matin pour ce que je vais faire dans ma journée. J'ai besoin de me dire que peut-être que je vais contribuer à un truc positif. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme... Il y a énormément de problèmes à régler dans le monde. Et un des problèmes, je pense, qu'il faut qu'on adresse, en tout cas en France et en Europe, c'est cette dépendance qu'on a aujourd'hui au niveau de la tech, d'acteurs qui ne sont pas chez nous. Et donc, on l'a vu sur un autre sujet, ça a été assez violent. Quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a 2-3 ans maintenant, tout d'un coup, on a commencé à se demander si on allait avoir du chauffage l'hiver prochain, parce que ils allaient couper les vannes du gaz. C'est ça la dépendance. Ça, c'est très concret, la dépendance à une technologie. Là, pour le coup, c'était le gaz. Et aujourd'hui, on est dans cette situation-là où si on veut créer des emplois, de la richesse, de la valeur dans nos pays, il faut qu'on reprenne la main. Et je pense qu'aujourd'hui, le logiciel libre, l'open source, c'est le seul moyen pour qu'on puisse reprendre la main sur ces technologies qui sont fondamentales et qui sont dans les usages du quotidien. Quand on dit on veut recréer un OS from scratch, parce qu'il y a eu cette petite idée il y a quelques années, on va faire un OS européen from scratch, c'est à mourir de rire. Il y a des centaines de millions de codes dans le noyau Linux, c'est pareil dans le moindre logiciel un peu évolué maintenant, sur un Google Docs, un machin. Non, c'est pas possible. Seulement dans l'open source, il y a déjà ces centaines de millions de codes qui sont disponibles et la question, c'est de savoir, d'avoir la maîtrise de ce code source, de pouvoir l'utiliser, en faire ce qu'on veut sans dépendre d'un acteur extérieur. Moi, je pense que c'est un peu ce qui nous motive tous, c'est de retrouver de cette maîtrise pour le profit de le bien commun. En fait, c'est les communs, c'est la collectivité, notre collectivité. Merci. Bon, je pense que là-dessus, Renaud pourra aussi compléter cette vision. Je pense qu'il est vraiment en phase, mais... Oui, nous, Mastodon, on a vraiment cette vision que ce retour d'expérience, ce constat que les réseaux sociaux
sont très importants pour notre vie sociale, pour notre vie démocratique, pour une certaine forme de stabilité, pour la société. Et il y a une vraie mission derrière tout ça. Et sans cesse le déléguer à des sociétés américaines, à des sociétés chinoises, plus récemment, à des milliardaires qui peuvent en faire ce qu'on veut. Il y a des illustrations au quotidien. Il n'y a qu'à voir les dernières élections américaines, par exemple. Elon Musk, pour ne pas le nommer, qui pour beaucoup a racheté Twitter pour se garantir les résultats de l'élection et à pouvoir influer sur la vie démocratique américaine. C'est important, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Et en France, en Europe, on parle beaucoup de souveraineté numérique, mais c'est complètement ignoré tout ça. Et Mastodon, c'est le plus gros et quasi le seul réseau social qui a une forte base en Europe, qui n'appartient pas à un milliardaire, qui n'appartient pas à une grosse société, et ce sont des valeurs. C'est pour ça qu'on fait ça. Effectivement, on pourrait revendre, on pourrait aller bosser dans d'autres sociétés, on pourrait faire autre chose de nos vies, mais ce qui nous motive, c'est cette mission-là. Et c'est très important qu'il y ait des programmes comme NGI, c'est très important qu'il y ait ce financement-là, parce que c'est un commun numérique. Tout le monde devrait pouvoir participer à ça. C'est très dur pour nous, on ne peut pas vendre de la publicité sur Mastodon, on ne va pas vendre vos données, c'est l'antithèse de tout ce qu'on fait. Et les seuls business models des réseaux sociaux qu'il y a à l'heure actuelle, c'est de revendre tout ça pour que ce soit gratuit pour vous, l'utilisateur. Si c'est gratuit d'aller poster vos photos sur Instagram, c'est que derrière, il y a des gens qui gagnent de l'argent parce que vous faites ça. Il y a de la publicité, il y a de la revente de données. Et nous, derrière, c'est très important d'avoir tous ces financements publics et de montrer qu'il peut y avoir d'autres modèles et d'être soutenu dans le fait qu'il y ait d'autres modèles. Parce que sinon, c'est bien beau de dire partout souveraineté numérique, mais derrière, si on ne met pas les moyens et si on ne donne pas les moyens aux gens qui veulent le faire de le faire, il ne se passera rien. Parce que la réalité est telle, il faut qu'on vive, il faut qu'il y ait des gens. Nous, on est une toute petite équipe de 10 personnes. Le coût total de notre équipe, c'est probablement moins cher que le salaire d'un ingénieur chez Facebook. Et on fait vivre 1 million de personnes qui sont actives tous les mois dessus avec ça. À un moment, il faut de l'argent et c'est vraiment important que ce ne soit pas juste des promesses et des paroles, mais qu'il y ait tous ces financements de commun numérique. Une petite remarque sur ce que tu dis. Déjà, merci de faire ce travail chez Mastodon, parce que moi, chez XWiki, je fais des logiciels pour entreprises de knowledge management, etc. Mais je considère que ce que fait Mastodon, c'est essentiel. Et à la rigueur, si je ne ferais pas ma boîte, je me dirais comment je peux faire aussi pour aller aider ce projet. Et une petite remarque, c'est quand on reçoit des sous d'NGI et qu'on fait des projets à mission de ce type, ou quand on se dit qu'on veut faire avancer la souveraineté numérique et la liberté publique, quand on reçoit des sous d'NGI, quelque part, on se sent un peu moins seul dans cette mission. Et en fait, ça rajoute à notre motivation. Parfait. Donc, on va revenir un petit peu maintenant sur le sujet du financement public, parce que notamment, je ne sais pas si vous connaissez, maintenant vous commencez à voir un petit peu mieux comment fonctionnent ces modes de financement-là, mais il y a certains problèmes aussi, tout n'est pas rose, et parmi les problèmes qu'on rencontre, c'est que c'est souvent des financements qui sont orientés vers l'innovation, donc vers la production de nouvelles features. Et ce n'est pas facile pour la plupart des communs numériques de faire vivre leurs communs au quotidien, c'est-à-dire de financer leurs admins, leurs serveurs, l'intendance. Ça aujourd'hui, on n'est pas tellement, ces financements-là ne sont pas tellement axés là-dessus et c'est compliqué de faire aussi tourner les mentalités là-dessus. Donc il y a ça, il y a aussi le côté, alors on abordera aussi le côté, parce qu'il y a du négatif, on va dire un petit peu là-dessus, il y a aussi du positif par rapport à ce qu'a pu amener NGI en termes de facilité d'accès. La quasi-totalité des gens qui ont obtenu du financement NGI, les 1200 à peu près projets qui ont été financés sur 6 ans, il y en a 83% de mémoire qui n'avaient jamais reçu la moindre subvention avant, donc c'est pas par hasard, ils ne s'étaient pas fichus de faire un financement horizon complet. Alors dans le panel, on a quelqu'un aussi qui est capable de faire les deux, donc on lui donnera la parole là-dessus, mais je vais déjà passer la parole là-dessus à Renaud, parce que je sais qu'ils ont vraiment des problèmes à ce niveau-là de financement de l'infra et de la maintenance au quotidien de Mastodon, en fait. Oui, je vais aller assez vite pour rattraper le timing, mais nous, alors on a peu d'expérience, je pense, comparé à tous mes camarades sur le financement public, mais donc c'est moi qui ai commencé à faire les dossiers. C'est quelque chose qui est important. Le dossier NGI, c'était un formulaire à remplir. Ça m'a pris 2-3 heures pour présenter le projet. L'écrire correctement, c'était surtout y penser. Et ensuite, 3 mois après, on avait la réponse. C'est bon, vous êtes dedans. Vous nous envoyez le lien vers la pull request sur GitHub quand la feature est finie et on vous fait le virement.
a priori, plus je découvre les financements européens, c'est très rare que ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas de commission, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment des gens qui sont techniques. Et les fonds NLNet qui font partie de NGI, c'est ça qu'ils ont de très fort. Il y a des financements, j'ai des gens qui me disent bah oui, là on peut faire le financement, on l'aura dans 18 mois. Nous, dans 18 mois, on ne sait pas encore si on sera là et si on arrivera à survivre. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Par contre, le problème, c'est que de ce que j'ai vu, la majorité des fonds à l'heure actuelle financent des fonctionnalités. C'est bien de faire des nouvelles fonctionnalités, mais nous, le projet Mastodon, on a à peu près 300 nouvelles pull requests ouvertes tous les mois. Ça nous prend quasi une personne à temps plein juste pour faire la review du code, pour gérer les problèmes de sécurité. On a des financements qui viennent sous le fond d'audit. C'est sympa de nous faire des audits de sécurité, de nous envoyer des rapports de 80 pages en allemand. Mais derrière, nous, il faut qu'on les traite. Et là, on n'a pas le financement. Par contre, les pouvoirs publics ont payé l'audit, mais ils n'ont pas payé les corrections ou même l'analyse de l'audit. Et on a besoin de fonctions support. On a besoin, en fait, de gens pour faire les dossiers, pour avoir des fonds. Ça prend du temps. À l'heure actuelle, nous, on n'a personne pour faire ça. Je fais ça sur mes soirées. On a besoin de financement pour notre infrastructure. Là, on en est à un point où on a besoin, c'est un gros mot pour certains, mais on a besoin de managers. On a besoin de gens qui ne sont pas techniques. On a besoin de tout ce quotidien. Et une des limites qu'on voit un peu à ce financement pour l'instant, c'est que ça fonctionne de la fonctionnalité. Vous développez telle fonctionnalité, vous développez une meilleure recherche, on vous donne tant de financement. Et ça, c'est une des limites qu'on voit. Avec ma petite expérience, on s'en est vite rendu compte. Nous, ça nous pose des problèmes parce que d'accord, on a du financement pour financer cette fonctionnalité. Donc, on va embaucher quelqu'un en CDI parce qu'on pense que c'est important d'embaucher quelqu'un. Et sur certains fonds, on ne peut pas faire du freelance parce qu'ils sont contre la sous-traitance. Ce que je comprends, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus où il y a des boîtes de sous-traitance qui prennent des grosses portions de ces fonds-là. Mais nous, de l'autre côté, c'est-à-dire on embauche quelqu'un en CDI. Mais l'an prochain, s'il n'y a pas de financement, et s'il n'y a pas de financement, comment est-ce qu'on paye le salaire de cette personne-là? Donc voilà, il y a des limites qu'on voit doucement, et clairement, ça ne peut pas être le financement principal, où je ne connais que très peu de projets qui ne vivent que de ces financements, parce que financer des features, c'est bien, mais il y a beaucoup de trucs à côté. Si je peux compléter, parce qu'on a un tout petit contre-exemple. Je suis vraiment désolée, Renaud. Mais quand même largement d'accord avec ce besoin de financement des activités qui permettent de produire, de maintenir et de disséminer un peu ce commun numérique. Enfin, nous, on a par exemple des activités d'animation de communauté qui nous prennent beaucoup de temps. On a compté à peu près 80 000 contributeurs dans le monde entier. Donc c'est des personnes avec qui on aimerait communiquer, qu'on aimerait engager, organiser des scan parties dans le monde entier où chacun pourrait contribuer à la base de données. On aimerait aussi passer encore plus de temps à accompagner nos ambassadeurs dans les différents pays, à développer des entités locales. Donc tout ça, c'est toutes des activités qui ne sont pas techniques et qui font quand même partie de la vie du projet. Donc c'est éventuellement le petit reproche qu'on pourrait faire, c'est que souvent ces financements, ils sont toujours dirigés vers des activités techniques. Et en tant que personne non technique, je suis bien placée pour en parler. Mais au-delà de ça, nous, on a quand même été très contents parce que récemment, on a eu un financement pour la refonte de la documentation de notre API. Donc ça fait partie des projets pas forcément sexy et qui sont souvent plutôt difficiles à financer. NLNet nous a permis ce financement-là. Donc il y a quelques contre-exemples. C'est vrai que c'est pas souvent, mais voilà. Bon, sur cette thématique, je vais quand même laisser le mot de la fin, même s'il va falloir faire vite, mais à Ludo, parce que lui, il a la particularité d'être capable de parler aussi l'européen en version Horizon, quoi. Donc il a déjà été financé par du vrai Horizon, il a fait des vrais dossiers. Il a fait aussi du NGI, donc il va pouvoir aussi nous faire un petit parallèle, je pense, entre les deux. Oui, effectivement, on a une assez grosse expérience des financements de recherche. D'ailleurs, grâce à Mandriva, qui était la société que tu avais créée avant, qui nous avait amené, avec un de ses employés, nous avait amené et pris sur des projets que Mandriva avait, essayait de gagner. Et c'est comme ça qu'on a démarré dans les projets de recherche. Et on a eu des projets de recherche français, puis ensuite des projets européens, et puis ensuite du NLNet. Et en fait, on peut voir la différence entre ces différents projets.
Et d'ailleurs, on a des vidéos. Moi, j'ai des vidéos sur ces différents financements qu'on a trouvés, qui sont sur notre PeerTube, géré par Framasoft, ici présent, et qui est un très beau projet open source. J'en profite pour faire un peu de pub. Et on est en fait, nous, ce qu'on voit, ce qui nous a vraiment plu avec les projets NLNet, c'est vraiment la facilité de faire le dossier. C'est-à-dire que, voilà, on fait un dossier, on peut faire un dossier en une journée, 2 journées. Nous, on a même un dossier, il a été gagné, il a été fait en 1 nuit. On l'a fait au dernier moment, on a reçu un mail, il dit tiens, vous devriez candidater à ça. Et on ne l'avait pas vu, on l'a fait en 1 nuit et on a gagné le dossier. Donc quand vous avez un bon projet open source, vous pouvez gagner des projets NGI très, très rapidement. Et ça, c'était vraiment impressionnant. Et ensuite, c'est effectivement que la majorité de l'argent, il est vraiment utilisé sur du développement. Nous, notre expérience avec les projets de recherche Horizon, c'est qu'on se retrouve dans des consortiums de 10 entreprises sur des projets qui ne sont pas du tout alignés avec notre roadmap, qui sont difficiles à aligner avec notre roadmap. C'est très compliqué de les aligner. Alors, on remercie tout argent qu'on récupère. Hein. C'est-à-dire que finalement, qu'on le reçoit d'un projet de recherche, d'un projet BPI, etc., on est super content de le recevoir parce que ça paye les salaires. Parfois, ça paye juste les salaires, c'est-à-dire que ça paye les gens, mais finalement, ils bossent sur autre chose. Ils ne bossent pas vraiment sur le projet, donc ça ne fait pas avancer le projet autant qu'on aimerait le faire. Et donc, c'est un peu dommage par rapport à notre objectif. Et c'est là où NGI est vraiment super intéressant. Et le principe du cascade funding, moi, je trouve ça absolument efficace parce que ça arrose un peu plus, c'est des plus petits montants. Mais ils sont mieux utilisés. Donc je pense que du point de vue de l'usage de l'argent européen, c'est de l'argent mieux utilisé que des grands projets de recherche avec 10 sociétés, dont 2, en fait, elles sont juste là pour les sous. En fait, elles n'ont pas vraiment une grande contribution à faire. Mais par contre, c'était important d'avoir des projets des boîtes de tous les pays. C'était nécessaire à gagner un projet européen. Et ça, c'est beaucoup moins efficace. Et on a aussi eu des projets français. Et alors, par rapport aux projets français, les projets français, parfois, on arrive à aligner mieux la roadmap par rapport aux projets européens. Par contre, on a des délais qui sont dingues. C'est-à-dire, on commence à candidater au projet, on le gagne au bout de 9 mois. Et on sait qu'on l'a gagné au bout de 9 mois et il démarre réellement au bout de 16. C'est-à-dire que on reprend encore 5 mois une fois qu'on nous a dit c'est bon, vous l'avez. Et en fait, finalement, entre le moment où on a gagné le projet et le moment où on le démarre, en fait, on aurait bien aimé déjà avoir fait le dev. Mais en fait, on ne pouvait pas le payer, donc on ne l'a pas fait. Et donc, on perd pas mal de temps sur ce cycle. Et ça, c'est un peu dommage sur l'efficacité de ces financements. Merci. Alors pour finir un petit peu, ça ne sera peut-être pas le mot de la fin, mais presque, parce que le temps avance vite, j'allais dire, au niveau de la France aujourd'hui, on en a parlé collectivement, hein, on avait fait une réunion pour préparer ça, on s'est dit, mais l'ouverture vers l'Europe, etc., je veux dire, aujourd'hui, on a certains acteurs, vous savez, je vais un peu vous décevoir, je vais aller pour la première fois de ma vie, je vais défendre le modèle allemand, un peu, vous savez, le modèle allemand, Outre-Rhin, machin, tout ça, là. Cette fois-ci, on va dire que l'Allemagne, avec des Open Desk, avec des Sovereign Tech Fund, Zendis, tout ce qu'ils peuvent mettre politiquement comme ressources pour défendre l'open source et essayer de le développer. On se demande un peu pourquoi la France n'a pas davantage d'ambition sur le sujet. Alors c'est vrai que là-dessus, on a la chance d'avoir des intervenants qui sont un petit peu franco-allemands. Hein. On a Renaud, par exemple. On a aussi Ludo, hein, qui est dans Open Desk notamment et qui travaille avec les Allemands. Donc un petit mot, je ne sais pas, l'un ou l'autre, peut-être Ludo. Allez, rapidement. Encore moins. Alors très rapidement. Alors déjà, effectivement, moi, le premier, en fait, on a entendu parler que NGI est potentiellement en danger. Et qu'en fait, c'est pas sûr que l'Europe continue à faire autant de financement sur le programme NGI. Et alors, moi, ça m'attriste parce que quand je vois l'efficacité du programme vis-à-vis des solutions open source et qu'il y a des solutions qui ne seraient pas du tout où elles en sont sans ces financements, c'est vraiment dommage. Et en fait, la deuxième chose, c'est que moi, je me dis, mais attendez, on devrait être beaucoup plus ambitieux que ces montants-là. C'est-à-dire que finalement, face à des GAFAM qui ont des milliards, en fait, qui collectivement ont des R&D au-delà des 100 milliards ou des centaines de milliards, en fait, comment on arrive à reprendre la main? Et ce qu'on entend, c'est il faut pas reprendre la main sur les technologies de base, il faut aller vers les futures technologies. On met tout dans l'IA. Il faut tout mettre dans l'IA. Il
faut tout mettre sur la technologie d'après. Et en fait, moi, j'y crois pas du tout à ça, parce que, en fait, ok, super, vous mettez tout dans l'IA, mais en fait, ça tourne tout chez Microsoft. Et donc, en fait, ils récupèrent le truc à la fin. En fait, ils savent tout ce qui se passe, ils récupèrent le truc. C'est eux qui ont acheté tous les GPU de la Terre. Donc, en fait, comment vous allez gagner dans le domaine de l'IA si vous n'avez pas pu acheter les GPU? Et en fait, donc, si on n'a pas l'infrastructure, si l'infrastructure ne nous appartient pas, donc si on ne reprend pas la main sur le cloud, si on ne reprend pas la main sur les logiciels collaboratifs que tout le CAC 40 et toute l'industrie utilise, eh ben, on va pas y arriver. Donc pour moi, c'est hyper important qu'on reprenne la main sur les briques de base, parce qu'on ne gardera pas les nouvelles briques. Nos startups se feront toutes racheter à la fin. Et alors, par rapport à l'Allemagne, tu mentionnais l'Allemagne. Nous, effectivement, on est dans le projet OpenDesk en Allemagne et on a vu une réelle volonté en Allemagne de mettre plus d'argent dans la création d'une suite open source collaborative, en collaboration avec des acteurs privés qui, eux, peuvent la revendre à des acteurs privés et qui la financent par leurs propres moyens aussi par ailleurs. Et qu'en fait, cette volonté et l'argent apporté, il est significatif. On voit le Sovereign Tech Fund qui représente, par exemple, GNOME a reçu 1 million sur le Sovereign Tech Fund. Il y a aussi le Prototype Fund qu'on voit. On voit une volonté politique significative vis-à-vis d'aller vers l'open source, d'aller dans le financement. Alors en France, il y a aussi des initiatives d'aller vers l'open source, la suite numérique en est une, mais on en voit moins du côté financement. Par exemple, tous les financements BPI ne mentionnent jamais que l'open source est une priorité. Enfin, nous, on aimerait qu'elle soit quasiment obligatoire. C'est-à-dire que finalement, public money, public code, public code, public money, ce que dit la FSE, on aimerait que ça soit obligatoire de faire de l'open source. Et en fait, c'est même pas une priorité. C'est-à-dire que parfois, c'est bien vu, c'est bien vu, mais c'est pas une priorité. Donc, nous, on est dans un programme qui s'appelle France 2030. On est avec en fait, on est en collaboration avec des logiciels propriétaires, des plateformes cloud propriétaires, parce que l'État, il a émis aucune contrainte sur cet aspect-là. Et en fait, c'était compliqué d'aller monter un projet full open source sur ces financements-là. Voilà, je crois que c'était peut-être le mot de la fin là-dessus, ou tu voulais dire quelque chose, Renaud, vas-y. Moi, j'ai un tout petit truc à rajouter, de dire, là, on a beaucoup parlé d'argent et de financement, mais c'est un peu ce que disait Ludovic, en tout cas pour nous, il y a un vrai manque de volonté, j'allais dire de volonté de décideurs, voire même, je vais dire un gros mot, de volonté politique, de soutenir l'open source. Nous, Mastodon, on n'est pas seulement un projet open source, on est aussi une vision des réseaux sociaux, une vision de la communication. On a absolument, à part quelques exceptions, entre autres à la DINUM et dans quelques ministères, mais qui sont des entreprises individuelles, on n'a aucun soutien politique de dire c'est important de soutenir un réseau social qui n'appartient à personne, qui a un commun numérique. On n'a pas le gouvernement qui vient faire sa communication dessus. Là, vous regardez la majorité des communiqués de presse, ils sont faits sur des plateformes privées américaines qui demandent de créer un compte et de mettre ses données personnelles pour lire la communication officielle du gouvernement. Nous, on trouve que c'est un problème. Et là, ce n'est pas une question d'argent. On ne demande pas de l'argent. On demande juste à ce qu'il y ait une vraie prise de conscience des décideurs et des politiques qu'il faut soutenir nos projets. Et le soutien, voilà, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est de l'utilisation, c'est de la visibilité, c'est tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui manque, qui commence à changer. L'Union européenne, en tout cas la Commission européenne, a une instance Mastodon. Ils nous financent, ils viennent nous aider, ils viennent nous dire ce qu'ils veulent, ils viennent faire la promotion. On a la même chose aux Pays-Bas, où la ministre du numérique a dit publiquement venez créer votre compte sur Mastodon qui est une alternative à Twitter, moi je supprime mon compte sur Twitter et tout. On a vu les faits. On a la même chose en Allemagne où là ils vont un peu plus loin au niveau de la loi, ils veulent même interdire aux administrations de communiquer sur des plateformes privatives en disant la communication publique est une donnée publique, doit être faite sur des plateformes ouvertes. En France, en tout cas moi de ce que j'en vois, il n'y a absolument rien de tout ça. Et c'est un truc que je veux signaler. Si vous pouvez à votre niveau essayer d'y penser ou contacter des gens. Voilà, nous, là, actuellement, on n'a absolument aucun écho au niveau politique, on va dire. Merci Renaud. Alors oui, effectivement, le truc que j'avais pas dit, parce que vous avez peut-être pas vu, mais il y a un petit panneau danger sur ce slide. Ça voulait juste dire qu'effectivement, ce qu'a dit Renaud, que NGI est actuellement en danger. Donc les financements ont disparu du programme Horizon 2025. On l'a appris un petit peu comme ça, par hasard presque. Donc il y a eu quand même une belle levée de bouclier. C'est la bagarre pour essayer de le remettre à l'agenda. Mais bon, il y a quelque chose de politique derrière ça. Quand on nous raconte c'est parce qu'on veut plein de fonds pour l'IA, etc. Donc ils ont été mis sur des trucs plus stratégiques. C'est du pipeau.
typo au sens où NGI c'est 20 millions, c'est derrière la virgule d'horizon, donc il n'y a pas, c'est pas le sujet, on va dire. Donc voilà, évidemment tout ce que vous pouvez faire pour défendre NGI, hein, il y a une lettre ouverte qu'on peut signer, vous pouvez en parler à qui vous voulez, à vos députés, enfin bon, tout ce que vous pouvez faire, publier la lettre ouverte et j'en passe, faire des communiqués de presse, ça nous apporte quelque chose et à l'Europe même ils sont très contents qu'on fasse ça, hein, dans la galaxie open source NGI, en tout cas ils nous disent merci, donc ça veut dire que quand même ça a de l'impact, hein, c'est audible. Alors sinon, heureusement, les fonds en cours sont toujours en cours et si on arrivait à le remettre au budget en 2026, ça sera qu'un petit trou d'air. Donc le fonds NLNet actuel, hein, le NGI Zero Commons Fund, il y a l'URL, là c'est le QR code que vous voyez, hein, ou c'est nlnet.nl/commons fund. Vous pouvez passer aussi sur le stand OW2 où on a quelques petits détails là-dessus, des leaflets à distribuer, enfin on en parle, hein, et on a aussi quelques success stories NGI à présenter. Voilà, donc je vais arrêter là parce qu'on pourrait tenir toute la journée, je pense, sur ce sujet. Je vous passe, alors il vous reste 0 minute pour poser des questions, donc dépêchez-vous. Je pense qu'on ne va pas faire des questions maintenant, mais je vous invite, si vous avez des questions, de parler. Tu veux continuer? Ok, donc il n'y a pas de conf après, donc on peut quand même faire des questions. Est-ce qu'il y en a? Il y en a une au fond. Ah, il y en a deux. Oui, bonjour. Jean-Jacques, de l'association. Vous m'entendez ou pas? Ah, j'enlève le casque parce qu'en fait, avec mon casque, je m'entends, c'est pénible. Là, vous m'entendez bien? Oui. Voilà. L'association Les Amis d'OpenPGP, en fait, je me demande si la réflexion, elle n'est pas assez poussée en amont, en fait. Le problème, c'est que avec le logiciel libre, on porte une vision de société et le modèle économique dans lequel qu'on nous impose n'est peut-être tout simplement pas fait pour faire du logiciel libre, les seules métriques des décideurs, c'est le retour sur investissement en euros. Et comme vous dites vous-même, c'est pas pour ça que c'est pas la mission qu'on se donne quand on fait du logiciel libre. Et donc c'est peut-être, je pense qu'il faut commencer peut-être élargir le cadre, essayer de sortir du cadre et penser plus à l'aspect qu'est-ce qu'on peut changer au niveau économie, au niveau du cadre économique ou du cadre même monétaire pour faire en sorte que nos visions d'une société plus juste, plus ouverte et où l'être humain ait un peu plus de souveraineté, puisse s'émanciper plutôt que d'être société. En fait, on essaie de lutter contre une société capitaliste, mais sans changer le modèle capitaliste, même si je puis dire, de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et vous voyez ce que je veux dire? La réflexion, je la trouve, en essayant juste de se concentrer sur il nous faut des euros, peut-être qu'on passe à côté de l'essentiel. Voilà. C'est tout. Ouais, alors je pense que là-dessus, d'abord, dire que l'open source, aujourd'hui l'open source, quelque part a gagné au sens où c'est déjà au moins 80% du code global mondial, y compris le logiciel propriétaire. Donc c'est une force économique de facto. Et là, par contre, la lutte, elle n'est plus à ce niveau-là. Elle est effectivement au niveau de ce capitalisme de la donnée qui réussit même à capitaliser sur l'open source. Hein. Parmi les plus gros contributeurs à l'open source aujourd'hui, on va trouver des Facebook, on va trouver des Amazon, des gens comme ça, des Microsoft et compagnie. Donc c'est pour ça aussi qu'on élargit le focus sur les communs, on va dire, par rapport à ça. Et c'est l'autre, parce que quand tu dis aussi il nous faut une alternative, pour moi l'alternative, c'est pour ça que je parlais de récit alternatif tout à l'heure. C'est pas forcément un récit anticapitaliste au sens d'une orientation politique, mais c'est un récit fédérateur qui soit différent. Et là-dessus, j'allais dire, allez lire un petit peu les théoriciens de la chose, allez lire Castoriadis, allez lire McLuhan, allez lire Thomas Kuhn, allez lire même Borges ou ce genre d'auteur, et vous verrez que en fait le principe global, c'est que la réalité est instituée par le récit et pas l'inverse. Donc à partir de là, c'est là-dessus nous qu'on essaye de travailler, et c'est là-dessus je pense aussi que pas mal d'entre vous, plus ou moins consciemment ou inconsciemment, essayent de travailler. Ça serait bien qu'on ait les sciences humaines et sociales qui nous rejoignent un petit peu là-dessus aussi. Mais bon, c'est une vision de constructivisme social qu'on essaye d'amener, plus qu'une vision strictement politique, on va dire. Voilà, si ça répond à la question. Moi, je veux bien un petit peu répondre.
En fait, bon, déjà, c'est une question un peu politique, effectivement, parce qu'il s'agit de dire est-ce qu'il y a un autre système politique qui serait plus adapté à ce qu'on fait? Alors, la première chose, c'est que, bon, très bien, hein, pourquoi pas, on change de système politique. Bon, il n'empêche que si on fait un système politique, on va dire, différent, il est aussi très probable qu'il faudra quand même qu'il y ait quelqu'un qui décide de donner de l'argent, parce qu'aujourd'hui, sans argent, on ne paye pas les salaires des gens, ils ne peuvent pas vivre. Donc, à moins de trouver une façon de vivre sans argent, et ça c'est pas vraiment pour les 5 prochaines années. Donc déjà, à la rigueur, même si on changeait un peu les règles du jeu capitaliste, il n'empêche qu'il y a quelqu'un qui devrait décider à un moment donné qu'il faut quand même donner de l'argent pour ça. Et moi, je pense que on n'a pas forcément besoin de changer les règles du jeu. Peut-être que c'est souhaitable, ça c'est un autre sujet. Par contre, est-ce qu'on est capable de changer des choses en Europe sans changer la règle du jeu global capitaliste? Je pense qu'on est quand même capable de changer des choses. L'État, par exemple, s'il le souhaitait, l'Europe pourrait dire l'open source est obligatoire. Il peut le décider. C'est pas impossible. Et ça ne change pas les règles du jeu, ni capitaliste, ni économique. Il y aura toujours des salaires, il y aura toujours des employés, etc. Donc c'est quand même possible de le faire. Et il peut décider de sponsoriser telle ou telle façon de faire par les fonds. Il peut décider de sponsoriser plus les sociétés open source que les sociétés qui font du propriétaire. Donc on peut le faire dans les règles du jeu capitaliste. On peut quand même changer la donne. Voilà. Par contre, il est vrai qu'avec la domination des GAFAM telle qu'elle est aujourd'hui, avec tout l'argent qu'ils ont, c'est vrai que c'est très compliqué pour les concurrents sans une aide de l'État. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que dans la pure règle du jeu capitaliste, entre une société qui a des milliards et qui vend cher ses produits et une société qui donne 80 à 90% de son travail gratuit et qui n'a pas de financement et qui n'a pas d'argent d'avance, c'est pas gagné d'avance. Et donc, on a besoin de l'aide de l'État, on a besoin de changement de règles du jeu. Mais on peut aussi changer certaines règles du jeu dans le cadre du monde tel qu'il est aujourd'hui. Et on aura peut-être moins à attendre pour pouvoir faire avancer le sujet sur lequel on est. Donc, je pense qu'on peut faire encore une question. Donc, je crois qu'il y a une question au fond. On va peut-être s'arrêter après parce que ça commence à être Alors, tard. plus qu'une question, c'est peut-être ouvrir une piste. Moi, je représente une société qui intègre des logiciels libres pour construire des plateformes pour ses clients. On prend souvent du support auprès des divers fournisseurs de logiciels libres. Un truc qui m'embête, c'est que je suis obligé de faire un contrat particulier avec des clauses particulières, éditeur par éditeur. Ce qui marche très bien quand c'est pour un grand logiciel comme XWiki par exemple, qui fait une grande fonctionnalité, mais quand c'est plein de petites librairies, j'ai beaucoup de mal avec ça et à justifier qu'il faut que j'aille faire autant de contrats, autant de démarches, etc. Je ne sais pas s'il existe des initiatives pour essayer de simplifier, unifier les contrats, avoir des contrats uniques par grand pâté de fonctionnalités. Voilà, je me demandais si ça existait. Voilà. Alors, il existe des choses, je ne suis pas un expert du secteur, mais par exemple en France, il y a l'association Copie Publique qui, je crois, va donner une conférence un peu plus tard aujourd'hui, où justement ils font des contrats avec des entreprises qui donnent à Copie Publique en disant nous on utilise tous ces logiciels-là, et derrière Copie Publique va faire les dons groupés au projet. Donc il y a soit possibilité de dire nous on veut juste donner par exemple 1% de notre chiffre d'affaires au logiciel libre, et derrière il y a une répartition soit qui est pilotée par la société, soit qui est, je ne sais pas, attribuée par défaut ou des choses comme ça. Donc il y a plusieurs initiatives de ce genre-là qui sont en train de voir le jour. Et en France, celle que je connais, voilà, c'est l'association Copie Publique qui doivent être quelque part aujourd'hui. si vous n'avez rien à ajouter, je pense qu'on peut s'arrêter là parce que tout le monde veut passer le déjeuner. Merci beaucoup en tout cas. Merci donc, beaucoup. Venez nous voir sur nos stands aussi, on est là, donc si vous avez d'autres questions. Merci.